Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un talent, une histoire. La Riviera Golf nous accueille aujourd'hui à Abidjan pour aller à la rencontre de Patrick Épée, dandy moderne aux multiples talents, expert en marketing et communication et écrivain récemment. Je vous invite à la rencontre de ce personnage atypique au parcours impressionnant. Suivez-moi. Bonjour Patrick. Bonjour Vanessa. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas cherché sur Internet, je suis Patrick Épée, bientôt 40 ans, marié, père de 2 enfants, professionnel du marketing et de la communication depuis 19 ans déjà en Afrique. J'ai travaillé en agence de pub et également en entreprise chez l'annonceur dans plusieurs multinationales et dans quelques PME aussi. Qui m'ont appris pas mal de choses, passionné de guitare et de piano, apprenti musicien un peu têtu et puis très récemment écrivain. Merci beaucoup Patrick. Avant de parler justement de ta récente casquette d'écrivain, j'aimerais bien que tu nous racontes d'où t'est venue ta passion pour les métiers de la communication et du marketing. En réalité, j'ai fait comme tous les jeunes Africains, je dirais une école un peu généraliste avec une sensibilité particulière pour les lettres. Donc on m'a dit mais il faut choisir une filière littéraire. Ce qu'on ne fait pas souvent, c'est parler d'orientation très tôt. Et donc, comme tout le monde, parce que j'avais de meilleures notes en français et en langue, donc j'ai suivi une filière littéraire et parce que j'aimais ça aussi. Et en regardant les métiers qui pouvaient être des débouchés pour les littéraires, j'ai pensé à la communication parce que j'avais un oncle qui travaille toujours d'ailleurs dans la communication et qui m'a dit la communication ça peut être intéressant, tu parles bien, tu écris bien. Par communication à l'époque, il pensait surtout au journalisme et puis en m'intéressant à la communication, j'ai découvert la publicité, le fameux film Les Trois Frères avec les inconnus, donc le monde de la publicité parisienne, un peu caricatural dans le film, mais je me suis dit ok, ça a l'air moins chiant que le journalisme, ça a l'air plus fun parce qu'il y a plusieurs marques, il y a plein de choses et donc je me suis orienté vers la publicité. Donc après mon bac littéraire, option histoire de l'art, j'ai fait un BTS en communication des entreprises, donc initiation à la publicité, tout ça, j'ai trouvé ça génial, au point où en fin de formation, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une agence parisienne et mes parents m'ont dit non, t'as pas envoyé en France pour faire bac+2, donc tu vas continuer. Et je me suis retrouvé donc à intégrer une école de commerce. D'accord. Et là, mon champ s'est élargi parce que là, en école de commerce, je choisissais une spécialité en marketing et communication. Donc spectre plus large, un peu plus de comptabilité, de finance, etc. et de marketing stratégique. J'ai adoré, j'ai appris beaucoup. Et donc voilà comment je me retrouve à la fois l'idée par ma passion pour les lettres, la communication, et puis une fois que j'ai compris que la communication publicitaire qui permettait de soutenir les ventes était plus fun que simplement le journalisme. Ça c'est ma perception. Et voilà, c'est comme ça que je me retrouve à faire une carrière dans la communication, en agence d'abord, puis en entreprise par la suite. Et quelle carrière? Tu es une référence dans ton domaine. C'est ce que dit la légende, oui. La légende dit vrai, en plus. Depuis près d'une vingtaine d'années, tu fais des choses extraordinaires et tu as un parcours passionnant. Comment on arrive à ça? Je pense vraiment qu'il faut avoir un rêve. Mon frère dit qu'il n'a pas de rêve, il n'a que des objectifs. Donc on l'appelle comme on veut. Il faut se voir dans 20, 30, 40 ans et dire voilà ce que je veux être. Ça permet de choisir parce qu'on n'a pas toujours la chance de faire exactement ce qu'on veut faire dans 1 an ou dans 2 ans, mais tant que ce qu'on choisit reste sur le chemin ou nous permet de rester dans le sillon de ce qu'on veut être dans 20 ans, on se perd moins. Et donc il faut avoir un rêve. Moi, le mien, c'était d'être le meilleur publicitaire de ma génération. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un peu prétentieux, mais au moins ça voulait dire je veux être publicitaire, je veux être le meilleur. Et donc j'ai commencé dans la publicité. Et avant de commencer dans la publicité, parce que je voulais être le meilleur publicitaire, je me suis dit tiens, l'histoire de l'art, je dirais une matière mineure dans ma scolarité, je l'ai transformée en majeure et je l'ai développée
parce que je me suis dit, tiens, quand on sera dans une classe de, je sais pas moi, 35 étudiants, à tous faire de la communication et à ne parler que de ça, qu'est-ce qui va me distinguer du reste? Peut-être que ce sera l'art. Et donc je me suis dit, ok, bon, on va s'accrocher à l'art. Et progressivement, parce que ça me permettait à chaque fois d'aspirer à être le meilleur. Le meilleur, ça ne veut pas dire plus fort que tout le monde. Le meilleur, c'est à la rigueur pour moi celui qui va stand out, sortir du lot. Et je me suis dit, tiens, l'art pourra me faire sortir du lot. Donc, 2 choses à retenir, c'est avoir un objectif. Vraiment, c'est pas j'avance comme le vent me pousse et puis au gré des rencontres, je vais saisir les opportunités. Non, c'est avoir vraiment un objectif à l'horizon et choisir les opportunités qu'on saisit en fonction de ça. En réalité, quand on sait où on veut aller, on attire les opportunités, j'ai envie de dire qu'on veut. On n'attire pas forcément le job dont on rêve, mais on attire un peu plus de choses qui peuvent nous mener là où on veut aller. Tout à fait. Je partage parfaitement cet avis. Mais comment justement, pour les personnes un peu plus jeunes qui nous écoutent, comment on arrive à structurer ça? Parce que j'ai rencontré des gens tout au long de ma carrière qui se retrouvaient un peu perdus. Parfois, ils se disaient ne pas savoir, tu as parlé d'orientation tout à l'heure, ne pas savoir quoi faire de leur vie. Ils avaient une idée imagée d'un métier, mais ils ne connaissent pas forcément les étapes pour pouvoir y arriver. Je pense que l'une des chances que j'ai eues, avant de chercher un métier, il faut être clair sur la vie qu'on veut mener. En réalité, il faut d'abord faire un choix de vie. C'est de se dire, je veux avoir du temps libre pour passer du temps avec la famille, ou bien je veux avoir du temps libre pour faire ce que j'aime, le sport, la peinture, j'en sais rien. Ou je veux vivre pour travailler. Je veux être tous les jours au bureau. Dans 20 ans, je me vois passer des nuits blanches à travailler avec une équipe. Il faut s'imaginer ça. Et en imaginant sa vie, après, on dessine ce qu'on fait au bureau, ce qu'on veut faire et ce qu'on veut faire par ailleurs. Maintenant, perdu, comment orienter ou aider les plus jeunes à s'orienter? J'ai envie de dire que il faut se documenter. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de dire « ouais, je suis un communicant, je suis un marketiste, un marketeur, un communicateur ». Enfin, j'ai tout entendu, je ne sais pas ce que tous ces mots veulent dire. Je pense qu'il faut être très clair sur ce qu'on veut faire et puis se documenter. C'est qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les métiers, c'est quoi la vie des gens qui travaillent dans ces domaines-là. Souvent, on pense que dans un article de magazine, on va avoir le job description de ce qu'on veut faire dans la vie. Ça n'existe pas. Il faut se renseigner, construire son profil en se disant, tiens, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. À ce jour, quel est le métier? Est-ce qu'il y a un métier qui rassemble le maximum de ce que je veux faire? Vous dessinez votre vie à la carte. Et ça, c'est important que les jeunes le comprennent. Il n'y a pas un travail tout fait qui va dessiner qui vous devenez. C'est à vous de décider qui vous serez demain et de choisir. C'est vraiment à la carte. Mais choisir, c'est aussi renoncer. C'est ça. Donc, c'est renoncer à certaines choses. Et parce qu'on en a choisi d'autres, se documenter. Savoir ce qui se passe, quel est le quotidien du domaine qu'on a choisi, et puis quel est surtout l'avenir. Se mettre dans l'avant-garde. Pour être bon dans ce qu'on fait, faut dormir moins que les autres. Donc il y a beaucoup de travail. Autour de nous, on n'est pas sur une île déserte. Et autour de nous, on a des gens qui ont les mêmes ambitions, qui cherchent les mêmes postes. Ce sont souvent nos amis, nos camarades de classe. Et il y a des gens qui cherchent d'autres opportunités qui vont à l'encontre des opportunités que nous, on cherche. Donc parfois, on se retrouve, non pas en conflit avec un concurrent direct, mais on se retrouve juste en opposition avec quelqu'un qui a un autre plan et qui croise notre chemin et qu'on dérange. Il faut savoir, tel le roseau, soit plier pour laisser passer l'autre, soit esquiver, soit arrêter ce qu'on veut faire, prendre un peu de recul, laisser passer un danger qui n'est pas venu nous combattre, mais que si on continue tête première, on va heurter. Soit faire un bond, se dépasser et sauter l'obstacle. Il faut beaucoup de discernement pour y arriver, c'est pas toujours évident. C'est après 19 ans que je structure ça comme ça. Je pense que des erreurs, j'en ai faites. Je dirais pas erreur, j'appelle ça erreur parce que c'est le mot facile en français, mais des choix difficiles qui ont un peu narrow down, qui ont restreint
le champ des possibilités, j'en ai fait dans ma carrière. Je veux dire, j'ai quitté Coca-Cola en 2011, début 2011, grosse multinationale américaine qu'on connaît. Je veux dire, tout le monde rêve de travailler pour des boîtes comme Coca-Cola. Parfaitement. Pour travailler pour une PME camerounaise, juste parce que je me disais non. Je veux être sûr que le succès de ce que j'ai eu chez Coca-Cola ne vient pas de Coca-Cola, mais ça vient de moi. Je veux m'assurer que je suis fort. Et donc, je me suis dit, allez, on va reconstruire une PME, on va aller mettre les mains dans le cambouis et puis montrer à la terre entière j'avais pas besoin de ça en réalité. Je me suis dit, j'aurais pu avoir une jolie carrière en multinationale. Bon, ça a duré, je dirais, 2 années sur 2 entreprises différentes, des PME. Alors, j'aurais pu effectivement ne pas faire ce choix-là. Ça a été un choix difficile parce que l'environnement des PME, des entreprises familiales, c'est des frustrations, c'est des décisions parfois qui dépassent la logique. Mais c'est beaucoup d'apprentissage. Avec le recul, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. J'aurais pu faire un choix différent, le choix de la sécurité. J'ai appris sur la page blanche dans une société qui n'avait pas de process, il fallait tout mettre en place. Et ça aide à forger la confiance qu'on peut avoir en soi-même dans une carrière. C'est de se dire, je vais attaquer les morceaux difficiles, apprendre, et puis quand on apprend, on grandit. On grandit, pas forcément en centimètres, mais on le ressent dans l'assurance quand on parle de ce qu'on fait. On a plus de conviction, on est plus sûr parce qu'on a essayé, on a échoué, on a appris, on a réessayé, et puis un jour on a réussi. Donc quand on en parle, on est un peu plus sûr de ce qu'on veut. Et je pense que pour les jeunes et les moins jeunes dans les carrières, je pense que c'est essentiel d'essayer, d'avoir le courage d'essayer, la force de se relever quand on bute devant un obstacle, quand on tombe, quand on pense avoir échoué. L'échec a un côté un peu fataliste. L'échec, c'est la fin du film. Je préfère parler de chute. On tombe, on se relève. Exactement. Dans notre imaginaire, on voit l'échec comme une fin en soi. Est-ce que, en plus de justement cette capacité à avoir une foi en ce qu'on est et en ce qu'on fait, quels sont les piliers selon toi sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir aller de l'avant? Je pense que la chose la plus simple sur laquelle on peut s'appuyer pour se relever, c'est son objectif, c'est son rêve. C'est qu'à un moment, le rêve, c'est pas un truc qu'on imagine et qu'on garde, il faut l'écrire. Il faut l'écrire, il faut trouver quelque chose qui le symbolise et qu'on garde bien près de soi. Si on dit je veux être le meilleur publicitaire, on va chez un photographe. Meilleur publicitaire, c'est quand je serai méga riche à côté de ma Mercedes. On fait une photo à côté de la Mercedes d'un autre qu'on encadre et qu'on pose devant soi en se disant là, c'est là où je veux aller. Et donc, ce qui fait que quand on tombe, il ne faut pas qu'on s'arrête sur l'endroit où on a trébuché. Il faut qu'on regarde la photo en se disant attends. Le game, c'est pas de réussir cette étape. Le game, c'est là-bas. Voilà mon objectif et voilà pourquoi je veux me battre. Et donc, on va se relever, on va chercher des alliés, on parle du monde de l'entreprise, il faut forcément avancer avec des gens. C'est important, on ne réussit jamais seul. Voilà. Et je partage parfaitement cet avis qu'on n'avance jamais seul. Tu as dit que tu as fait des choix difficiles en quittant une multinationale pour aller dans une PME. Qu'est-ce que tu as appris tout au long de ces 20 ans de carrière? Quelles sont les étapes difficiles justement que tu as eu à traverser et surtout les leçons que tu en as tirées? Une chose que j'ai apprise et qui a justifié parfois les changements d'une entreprise à l'autre, l'importance d'avoir une vie familiale, une vie amicale, je veux dire d'avoir une vie sociale, mais vraiment sociale restreinte. Je dis pas qu'il faut forcément vivre en autarcie, mais c'est important d'avoir un cercle privé vers lequel on se tourne quand on a besoin de conseils, qui nous soutient dans nos mauvaises décisions, qui va nous dire ouais mais c'était pas le meilleur choix de ta vie, mais c'est pas grave, on va essayer de faire que ça marche. Je pense que ça c'est important parce que en entreprise, il y a tellement d'intérêts divergents qu'il vaut mieux avoir quand même un coussin hors de l'entreprise pour se dire quand c'est difficile, je me retourne. Ça c'est la première des leçons que j'ai tirées de mon expérience, c'est la valeur du cercle familial. Je pense que c'est très important parce que ce qu'on vit en entreprise est souvent très difficile et c'est important d'avoir des amis, de la famille avec qui on peut juste discuter. Même s'ils ne comprennent pas toute l'histoire, c'est bien d'avoir quelqu'un qui écoute, à défaut de conseiller. Si on a des gens qui nous conseillent, qui nous mentorent, ça c'est encore mieux. Des erreurs,
c'est qu'il faut faire attention à l'ego. Enfin, il faut rester prudent chaque fois qu'on pense qu'on est fort. Parce que dès qu'on pense qu'on est fort, on devient vulnérable. On baisse la garde à un moment. Et il ne faut pas baisser la garde. L'ego des autres, c'est au-delà de notre compétence ou de nos qualités, ce qui peut nous empêcher d'avancer vers notre objectif. C'est que parfois, on a des discussions houleuses avec les gens, on s'oppose parce qu'on veut avoir raison et que l'autre veut avoir raison. Parfois, c'est hiérarchique, parfois, c'est machiste, parfois, ça peut venir de beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. C'est important de savoir manager l'ego des autres. Quand lâcher prise, quand insister, quand donner raison à l'autre quand il n'y a pas d'enjeu. Parce que parfois, ça ne sert à rien de discuter longtemps. Il faut juste dire « Ok, d'accord, je pense que ce que tu dis n'est pas faux, on peut faire comme ça. » S'il n'y a pas d'enjeu, l'objectif. Toujours garder l'œil sur l'objectif. Et ça permet d'éviter de vouloir avoir raison chaque fois qu'on a raison. Parce que parfois, il n'y a pas d'enjeu. Ok, tu as raison, so what? Donc, pour la peine, tu n'es pas obligé d'avoir raison. Avançons. Parlons donc de ta carrière récente d'écrivain, Hyperception. J'ai adoré ce livre. Ah, Hyperception. Enfin, c'est une nouvelle aventure. Je dirais, c'est une nouvelle aventure qui a commencé il y a très longtemps. Comme je disais au début, j'ai une sensibilité littéraire depuis le bas âge. J'ai grandi dans un univers où il y avait des écrivains autour de moi. Le frère de mon père est écrivain, poète. Le grand-père de mon père est l'un des premiers écrivains camerounais. Enfin, on a dans la famille beaucoup d'artistes, écrivains, musiciens. Et ça fait que j'ai grandi dans un environnement qui autorisait les uns et les autres à flâner, à s'évader, à faire autre chose que simplement étudier. Et donc je pense que ça a été un terreau fertile pour que ma plume s'exprime. Et puis au collège, l'amour aidant, on veut se distinguer, on veut pouvoir dire aux filles qu'on aime les choses que les autres ne disent pas, et donc on cherche des métaphores. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Au début par amour, puis sur ce que je voyais, sur la société, et puis avec le temps, enfin chaque fois je notais, j'écrivais et puis je gardais, et donc j'écris depuis plus de 30 ans. Ouais, l'année dernière, donc j'ai décidé de rassembler une partie de mes écrits et de les partager, donc d'ouvrir un peu une part de mon intimité, parce que c'est ce que c'était, au monde, et de partager ça, parce que finalement on se dit, un jour quand je serai grand, je serai écrivain. Et puis en fait, ce jour-là, j'ai envie de dire que ce jour-là n'arrivera jamais. Ce jour-là, c'est maintenant, c'est le jour où on se le dit. Et donc, suite au décès de ma mère l'année dernière, j'ai compris que ça ne sert à rien d'avoir tout pour faire les choses et se dire « Non, je vais attendre la semaine prochaine. Je vais attendre le mois prochain ou la fin d'année. » Dès qu'on y pense et qu'on peut, on le fait. Il n'y a pas de bon moment. Enfin, le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Exactement. Il est poignant, ce livre. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, on peut le trouver sur Amazon pour ceux qui peuvent se le faire livrer, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, pour les pays dans lesquels on peut se faire livrer par Amazon. Au Cameroun, il est disponible à la FNAC et dans quelques autres librairies également. Je suis en train de voir comment être référencé également dans les principales librairies des capitales, les grandes capitales d'Afrique francophone. Et j'ai un projet de faire traduire le livre en anglais, de manière à ce qu'il soit aussi disponible aux anglophones, aux Camerounais anglophones d'abord, et puis à mes amis en Afrique du Sud, mes nouveaux collègues en Hollande qui parlent quand même anglais, etc. Et puis les lecteurs anglophones du monde. C'est une excellente idée. À travers ce livre, on apprend à découvrir un petit peu l'homme derrière le professionnel que tu es. Mon rêve aussi, parce que c'est pas une biographie, c'est un regard sur moi, sur le temps, sur l'amour, sur les gens. Mon souhait, c'est aussi que, en parcourant le livre, les gens se découvrent eux-mêmes, se découvrent dans ma façon de regarder les choses, mais pas forcément de les regarder, mais qu'ils découvrent un regard et qu'ils s'interrogent sur leur regard. Et donc voilà, ouais, c'est comme un miroir qui reflète mon âme, mais qui invite aussi l'autre à se regarder et à s'y retrouver un peu. C'est exactement ce que j'ai ressenti en le lisant. Merci pour le partage. Patrick, quels sont, au cours de ta vie, de ta carrière, est-ce que tu as des gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, et surtout les leçons que tu en as tirées?
Dans ma vie, je dirais personnelle, comme beaucoup d'enfants, on est marqué par son environnement le plus proche, influencé par mon père, dandy un peu moderne, et surtout boulimique de tout, boulimique de beaucoup de choses. Ingénieur en électronique de formation, il s'est retrouvé dans le commercial à vendre du café, du poulet. Enfin, il avait au moins 15 cartes de visite en même temps. Il était consultant pour tout. Ça m'a appris la liberté de faire ce qu'on veut faire. Il a eu l'opportunité et je pense que ce petit désordre un peu organisé, parce qu'à la fin de la journée, il ramenait de l'argent à la maison, donc ce qu'on attendait de lui, il faisait ce qu'on attendait de lui en tant que chef de famille, mais en même temps, la façon de le faire, il allait, je sais pas moi, vendre un conteneur de café en Guinée équatoriale au détour d'un match de la CAN, etc. Donc, il faisait ce qu'il voulait, ce qu'il aimait faire. Et quand il avait envie de regarder un match de foot, il prenait un avion avec ses amis et puis il allait regarder. Donc, cette liberté-là, je l'ai hérité de lui. De ma mère, je pense que j'ai été inspiré par l'énergie et la détermination à réussir. Tout est possible. Il suffit de vouloir et puis de le faire. Rien n'est facile, mais il faut le faire, il faut bouger les lignes, il faut toucher les gens qu'il faut. Ça, ce sont mes principales influences dans ma vie privée. Et mes frères, ma sœur, qui m'ont appris l'amour. C'est étrange à dire, mais en Afrique, on ne se dit pas souvent « je t'aime ». On le dit quand on est adolescent à sa copine. De dire qu'on aime et qu'on veut prendre soin de quelqu'un. Et ils m'ont appris à le dire et à l'entendre. Et je pense que c'est rassurant parce qu'on se retrouve à évoluer dans un environnement sain. On se sent protégé. On sent qu'on a quelqu'un dans notre dos qui surveille, qui veille. Après, bon, dans le métier et dans la vie, j'ai eu des figures comme Georges Collins, une légende vivante du marketing, qui m'a appris qu'on pouvait faire le métier avec plus de bon sens que de connaissances de livres. Alors, des livres, il en connaît, il en a lu, il a écrit et formé, mais c'est quelqu'un qui a décomplexé la logique du métier, qui m'a dit on ne fait du marketing que pour soigner des maladies. Donc on ne vient pas faire une promotion parce que c'est le moment d'en faire une. On vient régler un problème. S'il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien d'en faire une promotion. Et s'il n'y a pas de problème visible, peut-être qu'il faut qu'on apprenne à regarder les problèmes ailleurs, là où ils sont. Donc être à l'écoute du marché. Il m'a dit le marketing, c'est pas un métier de bureau. Le marketing vient d'un anglicisme, market, et le ing form. Market, c'est le marché, c'est dehors, c'est les gens, ce sont les transactions. Et ing form, c'est le progressive form, ce sont les mouvements du marché. Donc le marketing, c'est capturer les mouvements du marché. Et ça, on ne peut pas le faire derrière son ordinateur. Le marché est dehors. Exactement. Et donc j'ai appris de façon très pragmatique à regarder le marché, même si l'approche scientifique, c'est celle qui prévaut aujourd'hui. Je pense que les meilleurs marketeurs sont ceux qui conjuguent la rigueur scientifique et l'agilité un peu plus empirique à regarder le marché. Et bien sûr, tous les gens avec qui j'ai travaillé, de près ou de loin, m'ont réellement inspiré parce que j'ai été, je dirais, et je suis très humble quand je le dis, j'ai des frères de sang, des collègues, parfois juniors, qui m'ont montré le chemin, notamment du digital ou de petites choses dans le métier, et je le dis avec beaucoup d'humilité, qui ont transformé ma propre carrière avec une conversation. Patrick, nous arrivons au terme de cet échange. Je vais t'inviter à regarder la caméra juste en face de toi et à nous laisser un message pour les générations à venir. Mon message est très simple, il faut y croire. Il faut y croire très fort. Avoir un objectif, c'est la base, c'est le point de départ. Et croire qu'on peut y arriver sans se compromettre, c'est ce qui nous permet d'y arriver. En 20 ans de carrière, j'ai eu à faire des choix. À aucun moment, je n'ai été obligé de faire quelque chose que je ne voulais absolument pas faire. Vous n'êtes pas obligé de travestir vos valeurs, vos croyances pour réussir. Vous pouvez réussir avec, je dirais, un peu de bienveillance vis-à-vis des autres, une éthique personnelle et professionnelle,
et surtout la volonté d'atteindre votre objectif. Je pense qu'à un moment, on ne triche pas. Le travail paye. Le travail permet d'y arriver sans se compromettre. Donc travailler, y croire, regarder l'objectif. C'est le secret de mon parcours jusqu'ici. Je te remercie Patrick pour ce moment passé en ta compagnie. C'était trop court à mon avis. Alors quant à moi, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et je vous dis à bientôt dans une prochaine édition d'Un talent, une histoire.